Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Une première question d'actualité, c'était mercredi, le retour du député Raphaël Arnaud, le député LFI. Il y a eu un visuel de votre parti Renaissance qu'on va voir. LFI fait revenir la violence à l'Assemblée, c'est ce qui est écrit sur ce visuel. Ça vous a choqué son retour à l'Assemblée nationale? Vous pensez qu'il aurait dû démissionner? Vous savez, aucune règle de droit n'empêche le député Raphaël Arnaud de retrouver son poste à l'Assemblée nationale. Mais après, il y a le droit et puis il y a la morale. Il y a la dignité personnelle. C'est un député qui, en connaissance de cause, a embauché des collaborateurs qui appartenaient à un mouvement violent qu'on appelle la Jeune Garde. Et de ce point de vue, compte tenu de ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques semaines, effectivement, la décence, la dignité personnelle aurait peut-être pu l'amener à démissionner. Mais moi, je n'avais pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'il ne le ferait pas et je n'avais pas beaucoup d'illusions sur le fait que la France insoumise le soutiendrait parce qu'effectivement... Même si rien ne l'incrimine directement. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucun élément juridique qui l'incrimine directement. Mais après, il y a la morale, la décence politique. Mais on sait bien que la France insoumise n'en fait pas preuve de manière générale. Alors, on parle aussi de la France insoumise autour du maire de Saint-Denis, fraîchement élu, Bali Bagayoko, qui appelle à un rassemblement demain à Saint-Denis contre le racisme. Et il y a une petite nouveauté, puisque le parquet de Paris a indiqué hier avoir ouvert une enquête pour, je cite, injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, qui fait référence à des propos tenus sur la chaîne CNews, que M. Bagayoko demande à fermer. Est-ce que vous serez à ce rassemblement demain? Est-ce que toute la représentation nationale ne devrait pas se retrouver, même si c'est une initiative de la France insoumise, contre le racisme? Le droit à manifester, et en particulier le droit à manifester pour lutter contre l'infamie qui est le racisme, c'est un droit qui est protégé par la Constitution et que moi je soutiendrai envers et contre tout, contre vents et marées. Je ne serai pas là demain parce que ça n'est pas mon mouvement politique. C'est pas transpartisan pour vous, la lutte contre le racisme? Bien sûr que c'est transpartisan. Vous savez, moi j'ai porté une proposition de loi visant à lutter contre les discriminations que d'ailleurs la France insoumise n'a pas votée, ce qui montre aussi qu'il y a parfois un peu d'hypocrisie dans ces combats-là. Mais en tout état de cause, ce droit à manifester, il est évidemment nécessaire de le défendre, et moi je le défends, et en particulier s'agissant de la lutte contre le racisme. Et au-delà de vous, il ne faudrait pas qu'il y ait une symbolique, par exemple, des présidents des deux chambres, Mme Braun-Pivet et M. Larcher Ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Et vous savez, malheureusement, des injures racistes, ou, ça c'est la justice qui en décidera, ou des comportements racistes ou discriminatoires, il y en a beaucoup dans notre société. Donc il faut être conscient que ce combat est à mener. Il faut, lorsque on a l'occasion de le faire, avec les outils du droit, de la loi, faire passer les textes qui sont nécessaires. Et ensuite, ceux qui veulent aller manifester le font. Moi, encore une fois, je défendrai toujours ce droit à manifester. Alors, inutile de le rappeler, depuis le 28 février, il y a la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran qui touche tout le Moyen-Orient. Et la conséquence pour les Français, c'est la crise autour des carburants. Il y a eu des aides ciblées, 70 millions d'euros, agriculteurs, transporteurs, pêcheurs. Mais est-ce que les particuliers doivent être aidés alors que Sébastien Lecornu nous dit qu'a priori, il faudra cibler encore et encore, mais pas, je dirais, ouvrir les vannes, sans mauvais jeu de mots, pour des milliards que la France n'aurait pas? On ne peut pas ouvrir les vannes. On peut pas ouvrir les vannes. Vous connaissez la situation budgétaire qui est la nôtre. Et donc, si on doit aider les gens, et on a commencé à le faire, le gouvernement a commencé à aider certaines filières professionnelles, il faut aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à la fois les ménages modestes et ceux qui sont dépendants de leur voiture, de leur véhicule. C'est pour ça qu'il faut regarder la situation de manière extrêmement fine sur le terrain. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a dit que chaque mois, on ferait un point et on ajusterait les dispositifs d'aide. Les 70 d'aide. millions, vous avez raison, c'est pour avril. C'est sur une base mensualisée. Et chaque mois, on verra s'il est nécessaire d'aider plus largement, sachant que, encore une fois, les aides, elles peuvent coûter très cher. On l'a vu ces dernières années, on l'a vu au moment de la crise en Ukraine. Et nous devons préserver nos finances publiques, parce qu'à un moment ou à un autre, ce que payent aujourd'hui les consommateurs, il ne faut pas que, à travers les aides, ce soit ce que le contribuable paye demain en remboursant la dette. Alors vous avez parlé dans votre liste des ménages modestes, mais justement ma question, elle est, est-ce qu'il ne faudrait pas aider un peu plus, ou même aider les ménages modestes? On a compris que le quoi qu'il en coûte est derrière nous. Pour autant, ce sont des gens qui vont travailler, Bien tout sûr. autant que les pêcheurs, les agriculteurs ou les transporteurs routiers. Alors comment les aider? Avec quel argent? Et est-ce que ce n'est pas urgent?
Tout à fait. Les aides à domicile, les infirmières libérales, les artisans, de manière générale, sont des gens qui sont très dépendants de leur mobilité, en particulier en zone rurale, on le sait. Maintenant, il faut faire un diagnostic sur le niveau de dépendance qu'ont les gens vis-à-vis de leur véhicule. Il faut évidemment cibler les ménages les plus modestes et y aller de manière, j'ai envie de dire, concentrique. D'abord, ceux qui en ont le plus besoin, et ensuite voir si la crise perdure, parce qu'au fond, le vrai problème de toute cette affaire, c'est la durée de la crise. Voilà, c'est la durée de la crise. C'est ce qui a été dit au tout début par M. Lescure, ministre de l'économie. Donc, le risque, c'est la durée du conflit. On est déjà à 4 semaines et Donald Trump parle de 3 semaines supplémentaires. Donc le gouvernement français sait que ça va durer. Alors, ça va durer. Le président des États-Unis a annoncé que ça durerait encore 3 semaines, en tout cas que les frappes militaires pourraient durer encore 3 semaines. Nous devons rester souples et agiles dans nos interventions et dans les aides que nous proposons aux ménages ou aux entreprises. Je pense que cette idée de faire un point chaque mois, de cibler au maximum compte tenu des déficits publics et du niveau de la dette, c'est la bonne idée. Et je pense que le gouvernement, de ce point de vue, a pris les bonnes décisions. Alors on le sait, les taxes sur les carburants font entrer de l'argent dans les caisses de l'État, par la TVA par exemple. Le Premier ministre a parlé d'un surplus fiscal, ce qui laisse entendre aux Français qu'il y a peut-être de l'argent à redistribuer. C'est quoi? C'est une petite erreur de communication, alors que depuis le début, il dit on ne peut pas distribuer l'argent qu'on n'a pas. Il s'est un petit peu écarté de sa ligne de Non, de je com. ne pense pas, parce qu'il a parlé de surplus éventuel. Il a dit que dans il dit en coulisses que ça va être chiffré bientôt. Tout à fait. On serait autour entre 300 et 500 millions. Il a dit que la transparence serait faite sur ces rentrées fiscales additionnelles. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une partie de la fiscalité qui s'applique sur le prix du carburant. C'est la TVA. Il y a une partie qui ne dépend pas du prix du carburant. C'est ce qu'on appelle l'accise, la taxe sur les carburants. Effectivement, quand le prix augmente, vous avez des rentrées de TVA supplémentaires. Mais il faut bien faire attention, parce que lorsque les prix augmentent, vous avez un autre effet qui est que les gens peuvent décider de prendre moins leur voiture, de moins consommer. Baisse. Et donc cet effet volume, il peut venir compenser l'effet prix, que la recette, de telle sorte que les surplus ne seront pas forcément très importants. Donc il faut d'abord les chiffrer, et le gouvernement, le Premier ministre a annoncé que toute la transparence serait faite. Mais surtout, il faut voir un petit peu plus large. À la fin, il faut quand même se le dire, il n'y aura pas de surplus pour l'État. Parce qu'une crise pétrolière, ça génère toujours des pertes de recettes fiscales. Il aurait mieux fait de s'abstenir d'utiliser ce terme. Moi, je ne fais certainement pas la leçon au Premier ministre, surtout dans une situation aussi difficile que celle-là. Vous avez un avis peut-être là-dessus? Moi, je pense qu'il a eu raison de dire que, 1, nous avons peu de marge de manœuvre budgétaire, et 2, surtout que cette crise allait avoir des conséquences sur les recettes de l'État. J'écoutais ce matin, justement, sur France Info, des artisans du Très bâtiment. bonne radio, vous avez raison. Exactement. Des artisans du bâtiment qui montraient que les prix de l'essence touchaient déjà leur profession. On sait qu'il y aura des effets sur l'emploi, on sait qu'il y aura des effets sur les difficultés des entreprises, et tout ça, ça va se traduire par des recettes fiscales en moins. C'est ce qui se passe à chaque crise pétrolière. Donc on ne peut pas considérer qu'à la fin, l'État va profiter de cette crise. C'est une absurdité, c'est juste faux, faux et faux. Très bien. Alors, il y a une présidentielle qui se profile, m'a-t-on dit, en 2027. Et vous êtes un peu en colère, vous, le macroniste historique. Vous aimeriez que votre parti, s'il doit changer de nom, vous n'êtes pas contre, mais s'appelle à nouveau soit En Marche, soit La République En Marche, alors que Gabriel Attal propose éventuellement de l'appeler Nouvelle République. C'est quoi pour vous? Vous voulez être solidaire de l'héritage d'un président qui, de toute façon, partira en 2027? Non, d'abord, je ne suis pas en colère. Je pense que... Vous avez écrit à Gabriel Attal, oui, tout à fait, en disant que vous trouviez... Avec certains de mes collègues. Il y a un débat sur le nom de notre parti. Le parti a décidé de changer de nom. Bon, d'abord, moi, je considère que changer de nom trop souvent, ce n'est pas une bonne idée. On dit souvent que c'est pour effacer quelque chose. Quitte à engager cette démarche, je trouverais sensé qu'on revienne effectivement à En Marche ou La République En Marche, parce que, vous savez, on a fait beaucoup de choses depuis 2017. Il y a des choses qu'on a réussies, il y a des choses qu'on a manquées, mais... Si on veut se projeter dans l'avenir, si on prétend avoir un avenir en tant que parti politique, il vaut mieux assumer son histoire. Je pense que cette démarche consistant à revenir aux sources, à revenir aux fondamentaux, c'est aussi une manière d'affirmer son identité politique et de montrer que derrière l'aventure collective que nous avons vécue avec Emmanuel Macron, il y a des idées, il y a une doctrine politique. C'est aussi une manière de réaffirmer la lutte contre l'assignation sociale, la lutte pour la création de richesses, la lutte contre tous les déterminismes. Moi, ce sont des combats qui me sont aujourd'hui encore très chers. Je me suis engagé en politique Gabriel Attal, pour on le des sait, idées. Il veut rompre avec la Macronie depuis la dissolution. Il n'a pas accepté, lui qui était Premier ministre, d'apprendre comme nous, quasiment, qu'il y avait une dissolution. Et donc cet héritage, il en prend un peu, mais il n'en veut pas de manière, je dirais, comme un boulet pour sa éventuelle campagne présidentielle s'il est candidat. Je ne pense pas du tout que cet héritage soit un boulet. Je pense qu'un grand nombre des principes que nous avons défendus sont toujours valables. Libérer l'économie, protéger les Français, on vient d'en parler.
l'idée de libérer et protéger, on la retrouve aujourd'hui dans la gestion de la crise. Et on a géré beaucoup de crises avec un certain succès, parce que la France est toujours debout après le Covid, après la guerre en Ukraine, après tout ce que nous avons traversé collectivement. Donc ce qui s'est passé, il faut l'assumer. Les décisions politiques et les réformes que nous avons menées, peut-être que certaines gagneraient à être encore plus audacieuse et encore plus forte. Mais fondamentalement, je pense que ce que vous appelez cet héritage, il faut l'assumer pour construire l'avenir. Merci beaucoup, Marc Ferracci, d'être venu sur le plateau de France Info.